Want some money? Bienvenue sur Juicy Nation, le podcast pour débrider son éducation financière. Je m'appelle Joachim Lemonnier et chaque semaine, je vous emmène avec moi à la rencontre d'un professionnel de l'investissement. Juicy Nation, c'est aussi Juicy.club, un site qui rend des centaines d'opportunités d'investissement visibles et accessibles à tous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site juicy.club, juicy.club, ou dans le lien en description. Ceci étant dit, passons maintenant à la présentation de l'épisode du jour. Dans cet épisode, je suis avec Grégoire Matonnet, cofondateur de Anote Music. On va discuter d'investissement dans l'industrie musicale. Et oui, j'espère que vous aimez bien la musique parce que là, ça va être l'occasion de mélanger deux mondes, la finance et la musique. Et donc, l'idée de ce podcast, c'est justement de diversifier ces investissements en achetant des titres musicaux grâce à la plateforme Anote Music qui nous explique tout en détail, donc à savoir comment ils sélectionnent des artistes, quels sont, on va dire, les informations contractuelles à prendre en considération lorsqu'on investit dans ce milieu-là, comment ça fonctionne à travers justement le système de royalties et également comment fonctionne en fait cet écosystème qui était jusque-là réservé à des professionnels de l'industrie comme Universal, Sony, et maintenant nous, des particuliers, nous pouvons devenir propriétaires de titres musicaux et donc c'est super intéressant. Je vous laisse avec cet échange avec Grégoire et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour à tous, bonjour Grégoire, merci d'être venu sur Juicy Nation. Bonjour à tous, enchanté d'être avec toi Joachim. Alors Grégoire, est-ce que pour commencer l'épisode, tu peux te présenter du coup aux auditeurs pour qu'ils te connaissent un petit peu mieux? Bien sûr. Je suis directeur technique de Anote Music, donc ce qu'on dit de nos jours CTO dans le jargon, qui est une société qui permet à tout un chacun d'investir dans des droits musicaux. J'ai un background vraiment technique, ingénieur informaticien en Belgique, et quand je suis arrivé au Luxembourg il y a maintenant quelques années, je voulais trouver un projet intéressant dans lequel travailler en tant que start-up. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mes cofondateurs actuels. Avant ça, j'ai travaillé extensivement dans la cybersécurité et dans les identifications personnelles. Ok, donc un parcours très technicien dans l'informatique qui t'a amené à, on va dire, chambouler les choses sur le marché de la musique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus d'Anote Music et de ce que vous faites aujourd'hui? Ouais, donc on permet vraiment aux gens d'acheter de la musique, mais pas comme sur Spotify ou Apple Music où tu achètes à des fins d'écoute. On permet à des gens de l'acheter à des fins d'investissement. Donc, non pas pour, tu ne payes pas pour consommer la musique, mais tu payes pour avoir le droit de recevoir les futures royalties qui seront versées aux ayants droit. Donc en fait, et là je vais tout de suite aller dans les termes un petit peu plus techniques niveau musicaux. Ouais. Il faut savoir que les royalties, c'est le droit de... Donc nous, on vend le droit de recevoir des royalties. Les royalties, ce sont les frais que tu payes pour consommer des droits d'auteur qui ne t'appartiennent pas. Donc pour jouer un titre qui ne t'appartient pas, que ce soit pour le consommer toi ou parce que tu es un supermarché et tu veux que tout le monde puisse écouter de la musique, tu dois payer des royalties. Et ces royalties sont versées aux ayants droit. Et nous, on permet que les gens deviennent ayant droit de ces royalties en versant un acompte, si tu veux, une avance au vendeur initial. Ok, donc si je comprends bien, les royalties, c'est un peu comme c'est un droit de propriété sur une création musicale qui va percevoir des revenus en fait, et ces revenus, ils vont être partagés entre du coup ceux qui possèdent ces royalties, quoi. C'est ça. Donc la royalties elle-même n'est pas le droit de recevoir, c'est vraiment le frais, mais tu peux acheter le droit de recevoir les royalties. Mmh. Et c'est pour ça qu'on parle de droit moral et de droit de propriété. Le droit moral ne peut pas être vendu. La personne qui a créé l'œuvre ou qui chante l'œuvre possède toujours le droit moral, Mmh. mais ce n'est pas parce que tu as le droit moral que tu as le droit de propriété, donc que tu as le droit de recevoir les royalties. OK, très clair, très, très clair. Et du coup, comment ça se passe aujourd'hui, sur ce marché? Par exemple, voilà, moi tu prenais l'exemple d'un supermarché tout à l'heure. Je suis dans un supermarché, le supermarché il paye qui? Alors, ils nous payent pas nous directement, ce serait bien, mais pas encore. Ils payent ce qu'on appelle des CMO. Chaque pays a un CMO, donc en France c'est la SACEM, Ouais, Collecting Management Organization. OK. Au Luxembourg, où nous sommes situés avec Note Music, c'est aussi la SACEM, deux branches différentes. La CIA en Italie, ZAIX en Pologne par exemple, et chaque pays a le sien, OK. qui sont des sociétés à qui tu dois payer pour consommer de la musique.
Il faut savoir que ces sociétés-là sont aussi au cœur d'une petite dispute interne, on va dire, parce que ils sont pas forcément très très précis. C'est-à-dire que quand tu es un supermarché, en fait, tu vas par exemple dire, bah écoutez, moi, sur l'an passé, j'ai eu 10 000 clients, donc on peut considérer que euh, 80 000 titres ont été entendus parce que chaque personne entend 8 titres différents. Et donc, tu vas payer un forfait. Mais tu ne sais, ce n'est pas précisé, très, fait très précisément la découpe de combien chaque artiste doit recevoir. Mmh. En fait, le seul endroit où cette découpe est faite très précisément, c'est à la radio. Parce qu'on sait exactement combien de gens l'écoutent et on sait exactement quels titres sont joués. Mmh. Et donc, certains artistes qui sont beaucoup plus joués, par exemple, dans des supermarchés qu'à la radio, disent, écoutez, ce n'est pas logique, on fait au prorata euh, la découpe de tout ce que la SACEM euh, collecte envers tous les artistes, mais moi, je ne reçois pas assez parce que je suis plus joué au supermarché qu'à la radio. Donc ça, nous, on n'est pas vraiment sur cette guerre-là. Hein. On s'occupe juste de collecter les royalties pour nos ayants droit, pour ceux qui ont acheté sur notre plateforme. Mais il faut savoir que dans les années à venir, ce tracking de qui écoute quoi et de qui doit recevoir quoi va être amélioré, notamment aussi grâce à des technologies blockchain ou à des technologies IoT qui vont permettre de mieux traquer ce que chaque personne consomme Mmh. et aussi parce que le monopole des SACEM, etc., est en train de tomber. De plus en plus, il y a des acteurs privés qui disent aux États, mais écoutez, moi, je suis capable de savoir qu'est-ce qui a été écouté bien mieux qu'une SACEM, laissez-moi faire mon boulot et tout le monde sera plus content. Bon après, des sociétés comme, Spotify ou Deezer aussi, ils sont dans cette équation, je Exactement. suppose? Donc Spotify, Deezer, YouTube, etc., font aussi leur petit décompte et une fois, en général, c'est 2 fois par an, vont payer les ayants droit en leur disant: «Écoutez, votre titre a été vu autant de fois sur YouTube, il a généré autant de pubs, voici ce qu'on vous doit». Et nous aussi, on collecte aussi auprès de YouTube, Spotify, Deezer, pas uniquement auprès des CMO, hein. Les titres qu'on vend sur la plateforme, tu peux en recevoir les royalties qui sont collectées de toutes les sources sur lesquelles il est exploité. La complexité en fait dans ce marché, je suppose, c'est vraiment de se connecter, ou de récupérer l'information sur tous les canaux de distribution de la musique pour avoir des chiffres, bah, corrects quoi, par rapport C'est à ça. Et puis, si les gens ne réclament pas un petit peu, il y a beaucoup d'artistes qui reçoivent moins que ce qu'ils devraient recevoir, en fait, juste simplement parce qu'ils ne réclament pas. mmh. Ils sont joués sur YouTube, ils ne savent même pas qu'ils sont joués sur YouTube. Ils oublient totalement ce canal-là, des choses comme ça. Mais nous, on s'occupe aussi d'être certain de récupérer auprès de toutes les sources. OK, c'est, vraiment, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et du coup, c'est un gros marché, l'industrie, on va dire, musicale, des droits musicaux? Alors, c'est un marché qui rebondit depuis 2013, qui allait de plus en plus mal en fait entre les années 2000 et 2013, parce que tout ce qui est vente de disques s'essoufflait très fortement et n'avait rien pour le remplacer. Donc le marché est passé de quelque chose comme 26 milliards de dollars en valeur sur toutes les royalties musicales en 2000 à 2 fois moins en 2013. Et là, on vient de recevoir cette année le rapport de l'industrie musicale de 2020, il y a quelques semaines. Et on est revenu en 2000, début 2021 au niveau de 2000. Et ça semble être à nouveau sur une pente ascendante depuis 2013 grâce au revenu du streaming en fait. Parce que même si le marché des disques continue à s'exploser encore plus qu'en 2013, c'est beaucoup plus simple de monétiser les revenus de streaming, que ce soit sur Spotify tout simplement parce qu'il y a un abonnement, Mmh. ou sur des plateformes comme YouTube où on peut enregistrer de la publicité. Donc pour le moment, oui, on est vers les 30 milliards et ces chiffres doivent continuer à augmenter d'après Gartner et d'autres études globales. Oui, parce que c'est vrai que le streaming a vraiment, permis d'avoir un second souffle à l'industrie, j'imagine. Exactement. Après, c'est qui les gros, on va dire les gros acteurs, les gros détenteurs de royalties, aujourd'hui, Les détenteurs de droits à recevoir les Ah, les royalties. détenteurs de droits, autant pour moi. Ça Et rentre en ça aussi. général, ce ne sont pas les artistes en fait, à part s'ils sont des artistes indépendants, mais qui sont en général un peu plus petits. Mmh mh. Faut savoir qu'en moyenne, les artistes possèdent 6%
des droits à recevoir des royalties, des droits de propriété. Et ce sont surtout les distributeurs et les maisons d'édition qui possèdent ces droits. En général, c'est leur business étant de préfinancer un artiste pour son salaire et pour payer les frais qu'il peut engager pour faire des tournées et pour faire la promotion de ses œuvres. Mmh. Et en contrepartie, ils achètent les droits à recevoir les futures royalties. Et donc, c'est souvent eux qui mettent en vente sur notre plateforme, les maisons d'édition et les distributeurs, pour plusieurs raisons. Hein. Tout simplement parce que ils peuvent vouloir du cash, vu que leur business, c'est de transformer du cash en un asset à plus long terme, des nouveaux titres, Mmh. ou pour financer l'acquisition d'un autre catalogue. Il faut savoir qu'en fait, les échanges de droits de propriété est un marché qui existait déjà avant que nous n'arrivions. Nous l'ouvrons au public, nous permettons à des petits porte-monnaies d'acheter des titres et des droits à recevoir des royalties à petite échelle, mais il s'échangeait déjà des titres pour des montants à des millions ou des demi-millions régulièrement avant, entre maisons d'édition. Ouais, mais c'est ça qui est justement très intéressant et c'est la raison pour laquelle je voulais t'interviewer parce que jusqu'à, ce que vous arriviez, c'était, quand même, une activité réservée à des professionnels. Dans le sens C'est où il y ça. avait que les maisons d'édition, qui pouvaient détenir, justement ces droits et aujourd'hui, avec l'arrivée de notre musique, vous permettez à des particuliers, de devenir, propriétaires d'un catalogue du catalogue d'un artiste, c'est ça? C'est ça. Alors, on permet de devenir propriétaire d'un catalogue de maison d'édition ou du catalogue du vendeur. Donc, Mmh. ce qu'on appelle un catalogue, c'est une collection de titres, Ouais. pas forcément du même artiste. En fait, il faut savoir qu'un titre, en général, à part si c'est Allumer le feu de Johnny Hallyday, ça vaut pas tant que ça. Mmh. Ça vaut au mieux quelques dizaines de milliers d'euros. Et si on commence à le vendre à 500 personnes à la fois, ça fait vraiment des petits investissements. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vend ensemble plusieurs titres originaires de la même maison d'édition et où on sait comment l'entièreté se comporte. On veut avoir les chiffres sur l'entièreté de ce catalogue. D'accord. Mais oui, c'était un marché très très fermé. Et comme tu dis, à part des professionnels ou des fonds d'investissement, par exemple, je pense au fonds Hypgnosis, euh, c'était totalement impossible à atteindre pour le privé. Oui, c'était réservé à des grandes fortunes peut-être d'intégrer ce fonds C'est plus d'investissement, ouais. ça. Trop cool et du coup aujourd'hui, bah, par exemple, on peut aller sur un autre musique, on s'inscrit gratuitement, on se crée un compte et puis on va commencer à voir des artistes et leur catalogue, c'est ça? Et C'est ça. Donc, la création de compte est gratuite, hein, c'est dans l'air du temps, ouais. mais c'est bien. On doit passer quelques KYC parce qu'on est quand même, on n'est pas totalement régulé comme une institution financière, un petit peu moins, tout simplement parce que au Luxembourg, les royalties ne sont pas totalement considérées comme un asset financier. Mmh. Et par ailleurs, il n'y a pas d'impôt sur les royalties au Luxembourg, donc ça peut être un investissement très très intéressant Mmh. parce que tous les gains ne sont pas taxés. J'avoue, c'est c'est bon à Euh, savoir. voilà. Mais on doit quand même passer un KYC. Après, une fois qu'on a un Donc un compte, KYC pour ceux qui savent pas, c'est, pièce d'identité, justificatif de c'est ça. domicile quoi, en gros? C'est ça. Pour le coup, c'est juste pièce d'identité recto Ouais. verso. Et adresse à la main, on fait pas de vérification de domicile OK, directement. OK. Euh, et après, oui, on peut directement aller voir les catalogues qu'on a à la vente. Pour le coup, donc à la date où on enregistre, je ne sais pas si quand ça sortira, ce sera déjà le cas, mais vis-à-vis de quand on enregistre, d'ici quelques semaines, on va mettre à la vente un catalogue français aussi. Ah super! J'allais te poser la Ce sera le question. premier catalogue français qu'on va vendre sur la plateforme. Trop bien, trop bien, trop bien. Oui, parce que pour le moment, vous avez des catalogues plutôt, bah, qui sont en rapport avec forcément, bah, le réseau, on va dire, de tes associés, C'est ça. qui sont italiens, c'est ça? C'est ça. Donc on a principalement des catalogues italiens et polonais, Mmh. puisqu'en fait on s'est aussi associé avec les anciens exécutifs de Zyx, qui sont l'équivalent de la SACEM polonaise. OK. Mmh. Euh, et donc, ils nous ont aussi mis en contact avec quelques personnes qui souhaitaient vendre à travers notre plateforme. Donc, nos premiers catalogues sont italiens et polonais, en effet. OK, donc s'il y avait ces premiers catalogues-là et là, il y aura un nouveau catalogue français. Alors justement, rentrons un petit peu Exactement. plus dans le détail vis-à-vis de ces catalogues. Concrètement, ces catalogues, c'est quoi? C'est un,
des dizaines, des centaines de musiques? Ça va dépendre, je pense, des artistes, on peut C'est l'associer à un ça. album ou, c'est vraiment un catalogue vraiment de toutes ses créations? Non, c'est en général, alors ça dépend, hein, mais en général, ça va être le catalogue de tout ce que le vendeur a produit ou même produira et qu'il rajoute dans ce qu'il appelle son catalogue. Mmh. Donc c'est, des artistes différents, sur des albums différents, mais en général, ce sont des choses qui ont été produites dans les mêmes années. Donc c'est tout ce qu'il a produit à partir de la même manne financière à lui, de son même Mmh investissement, mh. il le met ensemble dans un catalogue. OK. Il faut savoir que les catalogues qu'on met en vente ont minimum 3 ans d'existence, pour que nous, on puisse présenter, aux candidats investisseurs, des métriques sur, les royalties que ce catalogue a pu générer, au moins au cours des 3 précédentes années. On ne veut pas permettre aux gens d'investir dans des nouveaux artistes ou dans des nouveaux catalogues. On veut vraiment investir dans quelque chose de sérieux, qui a un track record, Mmh. où on peut à peu près savoir comment ça va se dérouler pour la suite. Alors évidemment, comme on dit, Quand tu dis un track oui, record, c'est un historique, des revenus? c'est OK. ça, Mmh. c'est ça. Donc, j'allais dire, l'historique des revenus ne peut jamais garantir comment ce sera dans le futur, Oui, mais c'est comme les produits plus financiers, on peut pas prédire l'avenir, exactement, quoi. Mmh. exactement, mais plus on a d'historique, plus on peut être certain ou confiant en tout cas dans comment ce sera pour le futur. OK, très clair et du coup, ces catalogues, on a plusieurs détails sur, l'artiste, le nombre de titres, les revenus, qu'a généré qui ont été générés C'est ça, par le c'est ça. catalogue Il y a quelques présenté. petites options également qui sont, par exemple, est-ce que ce catalogue, inclut les nouveaux titres que, le vendeur va créer? Donc, par exemple, est-ce que, si demain, mon vendeur, crée un tout nouvel album en collaboration avec des artistes, est-ce que les droits de ce tout nouvel album seront aussi inclus dans ce que j'ai déjà acheté? Mmh. Augmentant potentiellement mon retour. Ou bien aussi, est-ce que, ce catalogue est vendu sous la forme, heu, et là on atteint encore une fois les termes un petit peu plus techniques, sous la forme d'un bond ou sous la forme vraiment d'un stock, si je veux comparer ça à de l'equity market, dans le sens où est-ce qu'il y a une date à la fin de laquelle après laquelle, le droit de propriété revient au vendeur. Ah d'accord, oui, ça, c'est important, du coup. Donc on peut vendre, ad vitam aeternam ou bien pour 10 ans, par exemple. D'accord. Ah oui, il faut être attentif à cette donnée parce que du coup, C'est ça. Dans le cas où on vend pour 10 ans, ça veut dire que chaque fois qu'on verse des dividendes, on doit rembourser à la fois l'intérêt et le capital, mais à la fin, on ne rembourse pas le capital. d'accord, De ouais, toute façon, on je vois. calcule le return on investment, dans les chiffres qu'on présente, heu, en prenant en compte le fait qu'on doit rembourser le capital et les intérêts. Oui, parce que dans le cas où, en fait, il y a une durée, limitée, par exemple, de 10 ans, personne ne voudra racheter, cette royalties au bout de 9 ans, pour avoir juste Exactement, 1 an de revenus, sur la royalty. exactement. Enfin, donc ce qu'on présente sur nos graphes, par exemple, typiquement, ça va être, hem, le prix de vente initial. Donc on va faire une IPO en fait. On va expliquer comment ça fonctionne, le processus de vente. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on met un nouveau catalogue en vente, le vendeur va nous dire: «Écoutez, moi je veux en tirer par exemple, minimum 100 000 €». On va aller voir le marché et dire: «OK, on a 1 mois pour, collecter ces 100 000 € et tout le monde peut dire: «Bah, moi je suis prêt à payer au vu de ce que je vois, des performances passées, moi j'accepte d'acheter, 1/100 de ce catalogue pour 110 €», ce qui est juste au-dessus de 100 € que la personne voudrait pour 1/100. On collecte les offres de tout le monde et à la fin du mois, on regarde si on a atteint les 100 000 € en sommant les offres de tout le monde. Si oui, on regarde quel est le prix minimum parmi les offres des personnes qui nous permettent de collecter ces 100 000 €. C'est ce qu'on appelle la Dutch Auction, qui permet à tout le monde de payer le moins cher en prenant l'offre la moins chère qui satisfasse la demande du vendeur. C'est un peu de l'arbitrage, c'est se mettre d'accord, d'un côté entre le vendeur qui veut un certain prix et les acheteurs qui veulent acheter à un certain prix, quoi. Au moins cher, mais qui veulent proposer des offres qui battent celles des autres vendeurs potentiels. Mmh. Et donc, à partir de là, on clôt l'IPO, ce qui fait qu'on partage le catalogue entre tous les vendeurs dont l'offre a été, tous les acheteurs, pardon, dont l'offre a été retenue. Mmh mh. Et à partir de ce moment-là, un prix initial est déterminé, qui est le prix par part de cette transaction.
et le catalogue est librement échangeable sur le second marché. Ce qu'on appelle le second marché, c'est vraiment une place boursière où on a un Carnet d'ordre? livre Ouais, des ordres, voilà, avec les prix à l'achat et les prix à la demande, un bid spread ask et tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc là, on suit en live le cours du catalogue par part, en sachant que donc ce qu'on va montrer là, c'est sur le graphe du prix, c'est à la fois le prix actuel, le trading price, et la somme de toutes les royalties que ce catalogue a déjà versé. Parce que, typiquement, pour un catalogue qui est vendu pour 10 ans, ça veut dire que après 9 ans, ce qu'on doit voir sur le graphe, c'est un prix qui devrait être un dixième du prix initial, mmh. parce qu'il n'y a plus qu'un an à récupérer. Oui, parce que l'idée, alors c'est pas le cas de tous les catalogues, mais par exemple dans ce cas d'exemple, c'est un catalogue qui, quand tu investis dessus, tu fais le pari qu'il va générer plus que ce qui t'a coûté. Exactement. Mmh. Alors, avec les royalties incluses, oui. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais, et sur les autres types de catalogues, donc ceux qui sont ad vitam aeternam, pour la vie, là, c'est Ouais, plus comme, si on doit puis vu qu'il y a pas mal de langage boursier et cetera, notamment vis-à-vis des carnets d'ordre, sur le marché primaire, du coup, c'est là où, il y a pas encore de cote, et ça c'est doit ça. être défini justement entre les acheteurs et les vendeurs, et après tu as le marché secondaire sur lequel il y a une cote et du coup des carnets à la fois de vendeurs qui veulent vendre à un certain prix et des acheteurs qui veulent acheter à un certain prix, et du coup ça les met en relation quand les prix matchent, et donc sur ce marché-là, sur des catalogues qui vont être, bon, bah, pour la vie en quelque sorte, on peut le comparer à des actions à dividendes dans un sens, C'est puisque, ça. C'est ça. C'est exactement le même principe. Sauf que bah, sur les dividendes, on n'a pas de retenue à la source. Mais non, c'est vraiment le même principe. On communique aussi sur les news qui sont associées au catalogue. Donc, est-ce que un artiste important de ce catalogue va faire un concert bientôt? Est-ce que un des titres a été pris pour faire le background du prochain Disney? mmh, Est-ce que la SACEM va bientôt nous payer et donc nous, on va bientôt payer les ayants droit. mmh. Tout ça, ce sont des news qu'on apporte aussi et pour lesquelles vous pouvez configurer certaines alertes qui vous permettent de savoir quel est le juste prix à n'importe quel moment. Ouais, c'est des bons exemples que tu as donnés parce que je suppose, voilà, par exemple, si, tu achètes, tu as des parts d'un catalogue qui, d'un artiste qui, signe un gros contrat avec, par exemple Disney, tu peux t'attendre à ce que, les revenus des royalties, Voilà. Il est ils prennent, probable que pour un an, les revenus montent assez fortement. OK, ouais. Ouais, ouais, c'est super intéressant, et après aussi c'est je suppose, pour les alors, c'est pas directement les artistes, j'ai bien compris, ce sont plutôt leurs studios, enfin C'est les ça. professionnels avec qui ils travaillent déjà, qui possèdent du coup des droits, sur les productions et futures productions dans certains cas, de C'est ces ça. artistes. Mais du coup, l'idée c'est que ces sociétés, elles ont besoin de liquidités pour, financer, peut-être un nouvel album ou un tour, enfin des événements physiques, alors peut-être pas, Ouais, peut-être pas cette année, mais in fine, malgré l'année de Covid, et ça, tu fais bien de le mentionner, on a tenu toutes nos attentes en termes de retour sur investissement. Donc, on dit qu'en moyenne, on peut s'attendre entre 6 et 14% annuels de retour sur investissement. Et cette année, la moyenne s'établit aux environs des 8%. On est dans la fourchette un peu basse, mais malgré toute la pandémie de Covid, on est quand même à 8%, ce qui est très très bien. Et l'industrie dans sa globalité a également pris environ 8% mmh. sur 2020. Bah, c'est pas si étonnant que ça parce qu'après, tu l'as dit, ce qui a amené un second souffle à cette industrie, c'est le streaming. Les gens sont chez eux, voilà, ils ont des services comme, Spotify, YouTube, qui tournent, sans arrêt, C'est ça. et forcément ça remplit les poches quoi, dans un sens parce que, plus il y a Oui, d'écoute, c'était pas forcément une très très mauvaise année pour nous non plus. mmh, En tout cas pour toute l'industrie. mmh, Pour la société, pour nous-mêmes, c'était peut-être un peu plus compliqué d'aller rencontrer des maisons mmh. d'édition ou de se faire connaître du marché, mais pour toute l'industrie, c'était pas forcément la pire des années.
OK, ouais, tout à fait, ouais, parce que bon, il y a quand même il y a eu du bon, quoi. Et tu me parlais, de, d'un artiste, français, tu peux communiquer dessus ou pas encore, faut attendre la Oui, sortie? je peux quand même parce que c'est ça va être très, ça va être très bientôt. Ouais. Donc il s'agit, du catalogue de IL Éditions et qui contient par exemple, Vianney et Boulevard Désert. Ah ouais, pas mal! Ah ça c'est cool, parce que Ouais, c'est donc vrai c'est que pour des, alors vous avez des clients, un petit peu partout en Europe, c'est ça? Vous avez des clients en oui, on a des clients un petit peu partout dans le monde en fait, ouais. et c'est ça, c'est une des choses qui m'a frappé la dernière fois que j'ai analysé nos statistiques de clients. Donc principalement nos clients sont en Italie, Mmh. au Luxembourg, mais on en a, 14 aux États-Unis par exemple, alors qu'on n'a pas fait de marketing du tout aux États-Unis. Super. Hem et je pense que et je pense que, ils sont quand même aux États-Unis un petit peu plus ouverts à ce genre d'investissement. On est encore un petit peu, réticents à tout ça, en Europe. Donc mes félicitations à vous, à toi Joachim pour, toutes les initiatives que vous prenez pour essayer de faire comprendre aux gens que de nouveaux types d'investissements, c'est bien aussi. Mais on est encore un petit peu réfractaires à tout ça en Europe. En France, on n'a pas tellement de clients que ça non plus, je dois te dire, donc ouvrons la porte, hein. Bah, je pense que l'arrivée de ce catalogue, d'artistes français, c'est enfin moi, c'est les retours que j'ai eus, du moins, souvent quand je présentais à notre musique à des membres du C-Club, c'est, «Oui, mais c'est des artistes, italiens, polonais». Ah, Voilà, on les écoute pas, on les connaît pas, du coup, c'est sûr, ça chauffe pas forcément les gens parce qu'il y a ouais. ce côté bon, il y a le côté rationnel de bon, bah, voilà, tu vas recevoir, tant, chaque année, en fonction du nombre d'écoutes et voilà l'historique et du coup, tu peux t'attendre à plus ou moins des résultats similaires, dans les prochaines années. Mais il y a aussi le côté émotionnel de: «Ah, j'adore cet artiste, Oui, le côté émotionnel est assez important et c'est pour ça en Italie, donc en Italie, on a vendu, des chansons de Laura Pausini mmh, et elle, en Italie, elle est hyper connue, donc c'était relativement simple de vendre ça, par exemple, en Italie. Donc c'est vrai que le côté émotionnel joue beaucoup. mmh». Bon, on est sur de l'investissement, hein. Moi, je conseille le côté rationnel, Oui, hein. oui et puis, oui, et puis de toute façon, tu enfin, je veux pas, faire des rapprochements, mais les ingénieurs, souvent, vous êtes très rationnels, C'est vrai. et du coup, mais après, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans l'investissement, vaut mieux être rationnel, hein, concrètement, Mmh. mais on voit de plus en plus de comportements émotionnels, notamment, par exemple, tu vois, bah, l'affaire Robin Hood, James Oui, Stocks, c'est vrai que JME, Wall ouh là Street là. Bet et cetera, tu vois qu'il y a de plus en plus de jeunes, en fait, qui sont très émotionnels sur les marchés. C'est en mode, «Ah, moi Mmh. j'adore Netflix, je vais acheter du Netflix», tu vois? Genre Ouais, alors c'est qu'ils regardent pas forcément les fondamentaux, tu vois? Enfin bref, c'est juste un petit écart, mais OK, en tout cas, je suis en d'accord. tout cas, c'est vraiment bien ce que vous faites parce que, je pense que c'est comme voilà, c'est un nouvel actif concrètement, qu'on peut rajouter, dans son portefeuille et en plus, c'est un actif qui a plutôt tendance à rapporter, tu disais, 8 tout C'est à l'heure, ça. c'est 8 Donc de en fait, on croissance? vise des gens qui veulent diversifier leur Mmh, portfolio, qui sont déjà actifs en bourse, par exemple. Et oui, on présente une nouvelle classe d'actifs, comme je disais, en moyenne entre 6 et 14% de revenus annuels. Et le but, c'est vraiment de dire, OK, vous avez, dans un portefeuille équilibré, vous pouvez avoir des nanotech, du health tech, mmh. en stock, du bitcoin et pourquoi pas de la musique. Ouais, carrément. Puis, pour Voilà, les gens qui même pour les gens qui sont de cette industrie, je pense, tous les gens qui travaillent un petit peu, dans l'ombre aussi, parce que souvent on entend parler des artistes, mais on n'entend pas parler des ingé c'est ça, sons, et de tous les corps de métier qui vont avec. bien sûr. C'est un bon moyen aussi d'avoir en fait, d'avoir, une connexion par rapport à son domaine En d'activité. fait, pour tous ces gens-là, c'est un petit peu, moi, je le prends un petit peu comme si tu disais, que tu crées ta propre, que tout le monde est un petit peu propriétaire de sa propre entreprise, tu Mmh, vois? C'est comme quand je vois, certains, groupes industriels, qui sont en faillite et que tous les employés disent ensemble: «Bah, écoutez, on met tous 5 000 € et on devient, propriétaire de notre usine, qui est en faillite et on recommence nous-mêmes tous ensemble en étant tous propriétaires, même si on travaille tous comme avant». mmh. Là, je vois un petit peu ça comme ça. C'est plus tout le monde peut acheter, ensemble les futurs droits et travailler, plus pour quelqu'un d'autre, mais aussi pour soi en étant propriétaire. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça, c'est assez intéressant ce que tu dis,
qu'on permet aux gens donc aux vendeurs que de vendre jusqu'à 50% de leurs droits, parce qu'on veut que eux soient toujours également actifs Mmh. dans la promotion, parce que s'ils vendent tous les droits, ils ne seraient plus autant actifs, par exemple, pour aller promouvoir le catalogue auprès de Disney ou qui que ce soit. Mmh. Et on veut que la gestion active reste du côté du vendeur, tandis que les investisseurs sur notre plateforme sont purement passifs et juste acquièrent le droit à recevoir les royalties. OK, ouais, carrément et tu parlais, alors, bon, vu qu'on a fait un petit peu le tour, j'ai envie de te poser des questions parce que c'est un milieu que j'aime bien, en fait. Tu parlais tout à l'heure de blockchain. Ouais. Vous utilisez déjà, en fait, la technologie blockchain aujourd'hui? Ouais, on utilise la blockchain uniquement à des fins de transparence. Moi, même si je suis du côté technique, je suis assez critique de la blockchain dans le sens où, par exemple, avec les nouvelles vagues de NFT, Mmh. je suis un petit peu comme Elon Musk, si tu veux, à dire qui a mis en vente un NFT pour après avoir reçu au-delà d'un million d'offres, dire ah non finalement je vais pas le vendre parce que je pense que je vendrai quelque chose qui n'a pas de valeur. Mmh. Et ben, je pense que c'est un petit peu la même chose. C'est bien pour des gens qui veulent un collectible et qui veulent peut-être acquérir quelque chose, mais je pense pas que ça ait intrinsèquement de Alors valeur. juste, tu peux définir NFT pour, bah, du coup, j'avais prévu de faire ça dans un autre épisode, mais Ah oui, je bah reviens voilà, donc je reviendrai dessus, mais tu peux définir NFT, pour, NFT, c'est un non-fungible token, ça veut dire non-fungible token, et donc ça représente, c'est quelque chose que tu peux acheter sur la blockchain, qui représente un asset physique et qui ne peut exister qu'en un seul exemplaire. Là où quand tu as un bitcoin et que j'ai un bitcoin, on peut se l'échanger et il n'y a pas de mmh, différence. Le principe avec un NFT, c'est que si je possède le NFT qui représente les droits sur la Tour Eiffel, il y en a qu'un, il peut pas y en avoir deux, et si je le donne à quelqu'un, eh ben, il peut pas en créer une copie ou quoi que ce soit. mmh. OK, ouais. Et donc dans ce cas-là, par exemple, trendy ces temps-ci de parler de NFT sur la musique, mais qu'est-ce que ça veut dire un NFT sur la musique en fait? Oui, parce que j'ai vu quand même des artistes, qui proposaient, en fait, des NFT, mais du coup, c'est plus un droit sur, pour, pourquoi pas être VIP, sur, En fait, un voilà, donc événement, ils en font plus un utility token. mmh, Et en général, ils disent: «OK, la personne qui achète en initial sale le NFT», parce qu'après il peut le revendre à quelqu'un d'autre. mmh, Donc c'est juste la personne qui l'achète en initial sale recevra, un CD dédicacé de tout le groupe ou quoi que ce soit. Mais ça ne confère aucun droit sur la musique, même pas le droit de l'écouter, soi-même, sans devoir payer pour, quoi. mmh. Ça ne confère strictement aucun droit. Et donc on s'est un petit peu aussi creusé avec les équipes de Node pour voir si on allait sur ce marché-là. On n'a pas encore une réponse formelle à donner, mais si on va sur ce marché-là, en tout cas, on y associera des droits formels, parce qu'on ne veut pas vendre quelque chose sans y associer un contrat légal et des droits formels derrière. Ouais, carrément. Ça reste à voir. Et donc, pour revenir sur la blockchain initiale, comme tu disais, on n'est pas contre la technologie, et d'ailleurs on l'emploie, mais on l'emploie pour quelque chose qui pour nous fait sens, donc c'est-à-dire uniquement pour la partie transparence. Tous les ordres d'achat et de vente sur notre plateforme sont notarisés dans notre blockchain de manière anonymisée. C'est-à-dire que toute personne qui passe des ordres sur notre plateforme peut vérifier que son ordre a été pris en compte, et après peut rejouer tout l'état de notre plateforme de manière anonymisée, s'il le voulait, pour vérifier que l'état qu'on annonce, donc qui possède quoi, est bien ce que ça doit être. Donc c'est juste, on s'en sert juste de manière à assurer la transparence. On garantit la transparence mathématiquement, si tu veux. OK, bah, c'est le meilleur des usages, hein. À la base, ça a été créé, pour ça aussi, hein. Donc honnêtement, c'est pas voilà, c'est bien ce que tu dis parce que ça montre que vous vous en servez pas juste pour la hype en quelque sorte, tu C'est vois? ça. D'utiliser, «Ouais, je suis une startup blockchain», tu vois? Genre j'ai calé le mot-clé blockchain, du coup, ça augmente ma valorisation. Ouais, il faut le caler ces temps-ci, malheureusement. Après, ouais, il y a la réalité économique, tu vois? Genre j'imagine que vous avez levé des fonds vous? Vous avez On a levé des fonds, donc il y a un an de ça, on a levé 500 000 euros. Et juste maintenant, on est en phase de closing d'une seconde levée de fonds, également entre 500 000 et 1 million d'euros, qui va nous permettre d'aller plus à l'international et de pousser vraiment sur le marketing maintenant que la tech est stable. Par exemple, on compte signer avec des Japonais qui voudraient utiliser notre technologie au Japon, sous le nom Note Music d'ailleurs au début. mmh, Et pour vendre initialement de la musique japonaise
partout. Et puis, pourquoi pas, des droits d'animé et de manga. Ah oui, justement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui marcherait bien aussi en France pour le Grave. Ah ouais, 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 les mangas, c'est vrai qu'en France, on a quand même une bonne culture, manga. Enfin, moi, je sais que j'en ai là, Ouais. tu vois? J'ai Blame, juste à côté, je sais pas si tu connais, mais c'est clair qu'on et puis surtout, il y a aussi toute une culture du dessin, Et donc ça fonctionnerait exactement comme le fait d'acheter, des droits, sur des catalogues, mais pour, toute la collection d'un mangaka ou quelque chose comme ça. OK, waouh, ça serait trop cool. J'ai là, tu viens de me hyper, j'ai trop hâte que ça arrive. C'est pas demain, Ouais, ouais, mais c'est dans j'imagine les que ce cartons. sera pas demain la veille, mais en tout cas, ouais, c'est Ouais, c'est vrai que tu peux au final, c'est ça, je voulais te poser cette question, mais aujourd'hui, on est uniquement sur, des catalogues musicaux, mais à ouais. terme, c'est vrai que votre technologie peut être dupliquée, sur d'autres types de catalogues. Je pense par exemple, bah, on a parlé de manga, mais aussi, les podcasts, pourquoi pas? Pourquoi pas, Également les podcasts. Alors on veut quelque chose qui, et intrinsèquement puisse, pour qu'il soit un peu liquide, puisse être divisé en un certain nombre de parties et encore valoir relativement quelque mmh. chose. Je ne dénigre pas ton podcast, Non, mais je non. pense que si j'en divisais les droits en 10 000 personnes, Eh ouais, il reste. il vaut rien aujourd'hui, tu on est Ouais, on est au 6e épisode, bon, bah, voilà, il y a pas énormément d'écoutes encore, on est à moins de 1000 écoutes, tu vois? Genre à peu près, ça fait, pas encore mais il a même pas encore 2 mois ce podcast, donc bon. C'est clair ouais, qu'il mais c'est déjà et ça. oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens où il faut une sorte de prédictabilité, C'est ça, des revenus, un historique comme tu le disais, 3 ans. Je pense, c'est sur ça. des gros podcasts qui ont plus de 3 ans, qui ont une audience, stable, qui ont des revenus stables. Là pour le coup, oui, ça peut être envisageable, mais pas sur, n'importe quoi non plus. Et j'aimerais bien faire avec les droits de télévision, par exemple, même si la télévision est un petit peu sur le déclin, je pense qu'il y a encore des choses qui sont assez stables. Mmh, Et puis, de toute façon, quand tu sais comment une industrie se profile, tu peux quand même avoir un investissement qui est rentable, même si tu sais que c'est légèrement sur le déclin chaque année. mmh, C'est pas ça le souci. Donc, j'aimerais bien aller sur les droits de télévision, mais là, c'est aussi euh, des groupes difficiles à aller chercher. mmh, Pour le moment, on a beaucoup plus de connexion avec le monde de la musique, forcément. Donc, on aimerait avoir l'un ou l'une égérie, tu sais, un artiste très connu qui a un petit peu notre voix, mais c'est assez compliqué dans ce milieu-là, je t'avoue. ouais, j'imagine, ouais. Super intéressant en tout cas cet échange. On arrive déjà presque à la fin. Moi je voulais te poser encore, quelques questions pour finaliser tout ça. Par exemple, toi, qu'est-ce que qui est-ce que tu écoutes en fait, dans ce domaine, qui sont un peu, les personnes, qui selon toi ont une voix qui compte, en termes peut-être d'influenceurs ou de Et j'aime beaucoup certains youtubeurs français, je dois dire, mmh. dans ce qui est, en tout cas, analyse des marchés financiers et compréhension des marchés financiers. Il y a sur YouTube Eureka. Ah oui, Gilles. Je trouve qu'il est très très bon, lui. Franchement, Ouais. quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer une fois, ou en tout cas avec qui j'aimerais bien faire une sponsor de notre musique aussi, mais je pense qu'il a jamais fait de sponsor. Non, enfin, pas à ma connaissance, mais c'est vrai que c'est une super chaîne YouTube, Eureka, Voilà, lui, j'aimerais vraiment bien faire quelque chose avec lui. Il y a des podcasts aussi que j'aime beaucoup au Luxembourg, Finscale de Solène Niederkorn. Ah ouais, très bien ça Je aussi, ouais. trouve qu'elle explique très bien aussi. Après, personnellement, je suis pas tellement podcast Si tu as des livres et ou des newsletters ou autres? voilà, donc dans ce que je lis actuellement et des choses que je peux conseiller aussi à des créateurs de start-up, pas forcément en Mmh mh. finance, c'est How to Create Habit Forming Products de Nir Eyal. Donc ça, c'est très utile quand tu veux vendre online et créer quelque chose, créer une plateforme que Mmh. tes utilisateurs C c'est vont le apprécier. c'est le livre Et Hooked? ouais, Hooked? c'est ça, Ouais, Hooked. Hooked, ouais, OK. Et aussi Ask Your Developer. Ça aussi, je recommande Ask Your Developer, qui est un livre qui traite du fait qu'il faudrait quand même laisser une certaine liberté d'action, de champ d'action aux développeurs et plus leur poser des problèmes que des réponses Mmh. et que c'est quand même
un monde, le software, où on peut créer beaucoup de choses quand on ne le formate pas trop. Je pense que ça vaut aussi pour le coup pour la blockchain de nos jours. On est en train de créer beaucoup de solutions pour la blockchain, aussi grâce au fait que ça a été créé sous forme de consortium et que ça n'a pas été canalisé dès le début. Maintenant, par contre, je suis d'accord qu'on atteint un niveau d'évolution technologique avec la blockchain où ça vaut peut-être le coup justement de commencer à faire des liens avec le monde légal et le monde physique. Euh, Parce que on en manque, par exemple, encore avec ces NFT, on manque clairement de liens avec le monde physique. Oui, c'est clair. Enfin, après, il y a beaucoup d'NFT, oui, artistiques, ou terres, virtuelles dans des métaverses, des noms de Ouais, domaine, mais aussi des N moi, je pense là où les NFT ont le plus de potentiel, c'est sur des objets physiques, en fait. Sur ouais, des je suis d'accord immeubles, avec des toi. maisons, comme c'est le cas avec Je suis plein de d'accord nos avec toi. Il partenaires. faut que ce soit en fait, pour moi, ça n'a un intérêt que si le lien entre la blockchain et le monde physique est vraiment très simple à déterminer et que chacun peut déterminer ce lien par soi-même sans avoir besoin d'une expertise tierce. Le problème, c'est que si tu mets une pièce d'art en tant que NFT, tu as besoin d'une personne tierce qui te garantisse que c'est bien que ce NFT représente bien telle pièce d'art. Parce que comment est-ce que tu synthétises, comment est-ce que tu haches une pièce d'art sur la blockchain? Mmh, Ça fait pas trop. Enfin, il n'y a pas une seule manière de le faire. Et donc, pourquoi est-ce que ce NFT représenterait bien cette pièce-là? mmh, Bah, parce que quelqu'un le garantit. Et donc, j'ai quand même besoin de quelqu'un off-chain. Et si j'ai quand même besoin de quelqu'un off-chain, le NFT lui-même n'a pas forcément d'intérêt. mmh. Ouais, By the way, ouais, pour discuter aussi un petit peu vite fait de est-ce qu'on peut nous comparer au marché de l'art? Parce qu'on nous pose souvent cette mmh, question-là. Est-ce que vous êtes différent du marché de l'art? Et moi, j'ai envie de répondre oui pour une très simple raison, c'est que on fournit des dividendes. mmh. Le marché de l'art ne paye pas de dividendes. Il peut donner de gros gains de capitaux, Oui, des plus-values sur mais la il ne paye revente. pas chaque année. Oui, c'est ça, en fait, la différence entre, on va dire un tableau de maître, qui vaut très cher à la base, mais sur lequel on a un potentiel de revente, où on fait, je sais pas, fois 2 par exemple sur 10 ans. Le truc, c'est que pendant 10 ans, ce tableau, il va rien rapporter. Alors Exactement, qu'un catalogue musical, là, pour le coup, pendant 10 ans, il va rapporter justement des royalties. Et c'est exactement. ça la différence fondamentale, c'est que d'un côté, on a un actif, qui est, plutôt un actif refuge, qui est réservé plutôt à des gens qui veulent diversifier, mais qui ont déjà, voilà, un gros patrimoine et qui veulent plus, faire un investissement plaisir, hein. L'art généralement on l'a aussi on l'accorde plutôt à ça. Oui, ou refuge, ou tax escape, Ouais, enfin tout voilà, ce que c'est tu ça. veux. Alors que, là, pour le coup, les royalties, ça rapporte des revenus, et C'est ça. c'est ça qui est la différence fondamentale. Après, ça peut être associé, je comprends les gens qui te posent cette question, parce que c'est quand même une création de l'esprit, quoi, en quelque sorte. Oui, C'est mais dans les faits, ça ne se comporte pas du tout de la même manière et je pense que c'est important de le mmh, souligner. mmh. OK, très, très bien d'avoir, souligné ça et en fait, du coup, j'ai oublié de te poser la question, mais quels sont les risques un petit peu autour de le pire risque la pire chose qui puisse arriver, c'est que, la musique soit oubliée, plus C'est utilisée, ça, donc c'est que, entre guillemets, c'est que tous les titres dans le catalogue commencent vraiment à rapporter de moins en moins, ce qui est quand même relativement peu probable, sachant qu'en fait, les catalogues en eux-mêmes contiennent déjà un bon degré de diversification, hein. Mmh, Quand je regarde le catalogue de Benvenuto avec Laura Pausini, même si demain, elle est, tout le monde se met à la détester, il y a quand même beaucoup d'autres artistes dedans. mmh. Donc, C'est il est assez l'artiste peu probable que majoritaire du catalogue, quoi et puis après il y c'est en a ça. un petit peu d'autres. C'est ça. Donc, en général, par catalogue, il y a deux, trois artistes majoritaires. Et donc, ça répartit déjà assez fortement le risque. Mmh, Et donc, oui, le risque, c'est que une source ou l'autre se tarisse, ou bien qu'un artiste ou l'autre soit totalement désavoué, ou mmh. que le public s'intéresse moins. Mais les catalogues en eux-mêmes contiennent déjà une certaine redondance, ce qui fait que le risque est relativement maîtrisé. OK et j'ai une dernière question juste sur les catalogues, j'ai oublié de te la poser. En moyenne, tu sais combien il y a de sons, de titres sur Le un titre, sur un catalogue? ça dépend vraiment. Ça dépend, ouais. Donc, on a entre 500 et 10 000. Ah oui, donc c'est énorme, ouais, ça fait vraiment beaucoup de titres. Ah oui, mais ceux qui C'est sont ultra à 10 000, diversifié. je pense que 99% des revenus de ce catalogue sont concentrés dans les 100 titres les plus importants. Mmh, OK, super. Oui, parce C'est juste que que par exhaustivité, nous, on va lister les 10 000, mmh. mais honnêtement, tous les revenus
Ouais. Non, mais c'est Ouais, important de voir qu'il y en a beaucoup, en fait, ça ajoute cette notion de diversification, tu pas c'est juste ça. même s'il y a 100 titres qui vont vraiment drainer tous les revenus, un peu comme la loi de Pareto, 80. Mais 100, c'est déjà beaucoup, Voilà. hein. Mais ouais, ouais, carrément et puis, mais non, mais ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe aussi en bourse avec les ETF où, tu sais, C'est ça. on fait Oui, en une fait, poche on de compte plus de aussi on centaines comptait d'actions. aussi démarrer des ETF, quand on aura un petit peu plus de catalogue. Ça, c'est une techno qui est déjà, Des ETF d'artistes, par exemple, par exemple, quand tu as beaucoup plus de catalogues sur un autre musique, par exemple, tu crées un ETF hip-hop, c'est ça? Et c'est du coup, ouais, ça, tu peux investir exactement. dans l'industrie du hip-hop, quoi. Exactement, Ah ça, c'est super exactement. intéressant aussi, ça Exactement. Donc montrer beaucoup de c'est une techno qui est déjà, testée, dans notre plateforme de test, qui est déjà prête à l'utilisation, mais on n'a pas encore assez de catalogue pour la mettre mmh. en pratique. Mais ouais, on compte faire des ETF aussi un jour. Waouh, ça laisse entrevoir, un super Donc comme tu développement. vois, il y a une petite roadmap quand même, Ah ça ouais, va. ouais, il y a une roadmap qui s'inscrit, qui a l'air super solide et qui apporte vraiment une large, dose d'innovation, dans ce secteur. Super. Dernière question et après on va devoir se quitter déjà, le temps passe vite. Ouais, ça va vite. La question que je pose à tous mes invités à la fin des podcasts Juicy Nation, c'est: est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes investissements perso? Ceux que tu as fait, ceux qui se sont Ouais. bien passés, ceux qui se sont moins bien passés? Ouais, j'ai fait du bien et du pas bien, par exemple. Bah, je fais, un petit peu ce que je conseille, aux personnes, qui utilisent un autre musique, même si en pourcentage, j'ai peut-être mis un petit peu trop dans notre musique, mais même pas tellement, en fait. Donc j'ai investi, en bourse, en actions, j'ai investi sur Renault, j'ai investi en crypto, j'ai investi dans une, maison à la frontière belge du Luxembourg parce qu'au Luxembourg, c'est beaucoup trop cher. Mmh. Donc et de tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, le bitcoin, je suis très content ces temps-ci, Ouais. mais on va voir si ça tient. Note Music, j'en suis honnêtement très content aussi. À part le bitcoin, c'est le deuxième asset qui a le mieux fonctionné pour moi. La maison, je pense que je referai pas de l'immobilier. C'est pas mon truc in fine parce qu'il faut gérer Mmh. ça. Quand même, ça prend beaucoup de temps pour ce que ça rapporte. Donc c'est pas négatif, mais c'est pas mon truc en tout cas. Et en bourse, en fait, c'est là où moi personnellement, je suis moins bon, hein, c'est clair. Donc j'avais envie de dire que je tenais à peu près la moyenne du marché, sauf sur l'an passé parce que j'ai fait la mauvaise décision d'acheter du Boeing juste avant la crise Ah Covid. mince! Et ça a fait mal. Ah ouais, j'imagine, parce qu'en fait, en bourse, ton portefeuille boursier, tu fais ce qu'on appelle du stock picking, tu sélectionnes des actions, Ouais, ouais. Alors j'ai toujours été chercher un petit peu partout, hein, en health tech. J'avais aussi du Spotify. Alors ça, j'en ai été content sur cette année, par mmh. exemple. Mais j'avais pris beaucoup de Boeing juste avant le Covid. Et lui, il a fait mal. Ah oui, tu m'étonnes. Bon, bah, là, faut en fait, c'est après, si tu as une horizon de placement, très long terme, Ouais, c'est ça. Lui, il va attendre encore un petit moment, à mon ah avis. là, va falloir Euh, attendre, ouais, va falloir attendre que tu retombes sur tes pattes, OK. c'est ça. Et sur les cryptos, tu as du bitcoin, mais tu as aussi d'autres Sur les cryptos, j'ai d'autres altcoins, mais je joue beaucoup en arbitrage entre les différentes coins. OK. Euh, Ouais, tu ramènes tout, généralement, tu vas faire un coup sur une crypto et puis tu vas ramener vers le bitcoin pour accumuler. ouais, c'est ça. Ou vers un stablecoin lors d'une descente ou des choses comme ça. OK, intéressant et Euh, je pense aussi, tu as oublié de mentionner, mais c'est quand même important, c'est, tu es associé de Anot Music, donc du coup, tu as des parts de Anot Music, donc il y a ah une oui, partie bah de oui, ton oui, oui. patrimoine qui est, des Ouais, actions non cotées d'Anot Music, exactement. qui se valorisent à chaque levée de fonds, d'ailleurs. Ouais, 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 non, en fait, ce sont elles qui fonctionnent le mieux alors pour le Ouais. moment. Si je dois compter, ce sont elles qui fonctionnent le mieux puisque c'est grâce à une autre musique que je suis virtuellement millionnaire maintenant. Ah, félicitations. Virtuel. Bon, Merci. après, tu peux écouter, l'épisode 4, je crois, avec, Léonis, Gabriel Jarosson, mais sache que, tu empoches que lorsque tu sors. Mais, Exactement. c'est pour ça que tu fais bien de notifier que c'est virtuel. OK, très intéressant. Bah, écoute, merci, hein, Grégoire, d'être venu. On peut te retrouver du coup alors on peut retrouver la fiche à notre musique sur juicy.club, si vous voulez, Ouais. tous les détails et retrouver cet épisode, ainsi que la petite vidéo, YouTube qu'on a fait sur notre musique. Et sinon, bah, vous pouvez retrouver Grégoire, où est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont envie de Email, le plus simple, hein, grégoire@notmusic.com. OK, très bien.
email et sinon LinkedIn aussi, je suppose, ou LinkedIn, OK, of course. au top et beh, écoute C'est assez simple de me trouver. ouais et si pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à dire, dans les commentaires si vous êtes sur YouTube, à dire, quel artiste vous aimeriez investir, dans Ah, quel oui, ça peut catalogue, être intéressant. d'artistes vous aimeriez investir. Honnêtement, je suis Et très c'est curieux. vrai qu'on a une fonctionnalité de recherche sur la plateforme et alors ça, les utilisateurs ne le voient pas, mais on capture les recherches infructueuses aussi pour qu'on voit ce que les gens recherchent sur la plateforme. Ah! Donc on voit Beyoncé, bon, je vais pas l'avoir demain non plus, mais Ouais, j'avoue. Non, mais c'est très malin de faire ça honnêtement, comme ça, en fait, ça te permet de récolter, des données, en fait, d'intention d'achat de royalties dans un sens, si les gens, veulent, moi perso, j'irais plutôt sur, je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse. Bon, bah, écoutez, je vous mettrai ça en commentaire, je vous dirai en commentaire dans voilà. quel artiste, J'aime bien les j'aimerais commentaires investir. maintenant, je suis obligé. Yes! Bon, bah, merci Grégoire, je te souhaite une très bonne journée et puis, bah, écoute, je te dis à bientôt, hein. Merci Joachim. Merci à tous. Bonne journée. Ciao. Merci pour votre attention. Avant de partir, 2 petites choses. La première, si l'épisode vous a plu, bien, s'il vous plaît, laissez-nous une bonne note sur Apple Podcasts ou Deezer ou Spotify en fonction de la plateforme que vous utilisez. On accepte uniquement les 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, laissez un pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des questions, je pourrais répondre. Et deuxième chose, vous pouvez retrouver la fiche de présentation de l'entreprise et des produits d'investissement qui ont été abordés dans cet épisode sur juicy.club, donc inscrivez-vous, c'est gratuit. Sur ce, je vous souhaite une vie pleine de richesse et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder de nouveaux investissements.